2 heures de news, assassinat de 2 experts des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies voudrait une enquête internationale pour établir les responsabilités. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers la ministre du Genre, voudrait garder la direction de cette enquête. Pourquoi vouloir la direction de la dite enquête? Tentative de réponse dans cette émission avec Maître Patrick Mutombo, membre du Rassemblement El Olengankoy. Et puis les violons ne se sont toujours pas accordés entre les politiques ainsi que la société civile quant à la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord CENSA, alors que Joseph Kabila Kabange avait demandé aux parties prenantes de l'accord de la Saint-Sylvestre de lui transmettre la liste des délégués. Pourquoi ce retard? Qui bloque la machine? En tout cas, on va essayer d'en parler avec votre invité de ce soir, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, M. Pamphile. Maître Patrick Mutombo, vous êtes membre du Rassemblement El Olengankoy, c'est-à-dire qu'il y a un autre rassemblement. Je crois avoir répondu à plus d'une fois à cette question, vous disant qu'il y a un seul rassemblement, certes avec plusieurs courants. Vous avez d'une part un courant qui est affairiste, matérialiste, qui est incarné aujourd'hui par M. Katumbi et Félix Tshilombo. Et vous avez l'autre courant qui est un courant humaniste et progressiste incarné par M. Tshibala et M. Olengankoy. Donc c'est juste une pluralité dans le sens de courant, mais il n'existe pas de rassemblement parce que du vivant de Tshisekedi, il n'y avait pas deux conseils de sages. Il existerait deux rassemblements si et seulement si il y aurait eu deux conseils de sages avec majorité des membres du conseil de sages. Bien au contraire, le rassemblement que je représente sur ce plateau, le rassemblement que nous incarnons, est celui qui regorge en son sein la majorité, sinon la totalité, de tous les membres du conseil de sages et signataires de l'engagement des Genval. C'est même ce qui avait conduit le chef de l'État et les populations congolaises à accepter l'accord et le gouvernement qui est sorti dirigé par Bruno Tshibala. Et depuis lors, vous n'allez pas me contredire si je dis que tout est revenu au calme. Les menaces de la mort et de l'arrêt du temps en RDC ne pèsent plus. C'est parce que le peuple se retrouve par son leader, par son dirigeant et par les successeurs de Tian Tshisekedi, qui est Bruno Tshibala. Déjà, le 10 juin prochain, l'accord de Genval aura totalisé une année. Et aujourd'hui, déjà, c'est jeudi, il y a le conclave du rassemblement qui a commencé avec à la tête Félix Tshilombo et Pierre Lumbi. Mais vous avez été aussi signataire de cette plateforme à Genval. Ça ne vous intéresse pas de vous associer aux autres, ne fût-ce que pour célébrer l'an 1 de la signature de l'accord de Genval? Il y a d'abord un rectificatif qu'il faut apporter, c'est que il n'y a pas le conclave du rassemblement. Je viens de vous dire que le rassemblement, c'est celui comme plateforme, c'est celui qui est incarné par nous. Vous comprenez? Donc, oui. S'il y a des gens qui se réunissent quelque part, ils ont des activités, ils ne doivent pas se faire passer pour précurseurs, fondateurs ou ceux qui incarnent aujourd'hui les rassemblements. Ça, c'est de un. Des deux, il faut retenir que nous sommes aux affaires. Nous avons de préoccupations. Nous ne sommes pas comme hier des gens qui ne visaient que l'accession au pouvoir. Et sur ce, il y avait des choses que nous pouvions faire parce que le plus grand souci comme acteur politique, c'était l'accession au pouvoir. Aujourd'hui, nos plus grandes préoccupations sont des questions qui intéressent directement le peuple congolais. Si vous descendez dans la rue, vous demandez au peuple, à cet échantillon, que voulez-vous aujourd'hui? On vous dira qu'on veut des élections. On veut que le taux du dollar soit revu à la baisse. On veut avoir un pouvoir d'achat. Et voilà des choses sur lesquelles Bruno Tshibala et le rassemblement que nous incarnons, nous sommes en train de nous atteler. N'empêche qu'à ce jour que nous puissions revenir sur des questions d'ordre nostalgique, sur des questions d'ordre d'avenir pour voir qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi l'avenir du rassemblement et qu'on sort, oui, nous allons y penser puisque nous y pensons déjà. Mais la priorité pour nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez,
Un homme politique n'est pas celui qui agit dans les agitations. Un homme politique n'est pas un copiste. Un homme politique, c'est celui qui agit par la tête et les cœurs. C'est-à-dire, il fait des choses que par conviction. Lorsque tu n'es pas convaincu de quelque chose, vous n'y faites pas. Vous n'allez pas nous dire d'aller nous allier avec ceux qui fêtent prétendument l'anniversaire de l'acte d'engagement de Jean Val le 10 juin parce qu'ils l'ont fait ou parce que... Non, non, nous avons nos convictions, nous avons notre boussole, c'est l'intérêt du peuple congolais. L'intérêt du peuple congolais aujourd'hui, Olenganko, il se frotte les mains. Il s'est dit, ah, merci, parce qu'on a réussi à arracher la primature. Au moins, les revenus seront de notre côté. Il y a une certaine opposition qui fait croire que Bruno Tshibala, c'est déjà un richissime depuis qu'il a pris la primature. Il s'est tapé des immeubles, ça et là. Il a des villas, ça et là. Dans les quelques mois qu'il a pris seulement la primature, je crois que c'est le rassemblement El Olenganko qui est en fait. Monsieur le journaliste, j'ai toujours voulu me comporter en homme d'État. Et je pense qu'en tant que tel, je ne peux pas quitter mes bureaux, venir ici pour répondre à des supputations, à des choses sans fondement. J'aurais souhaité, en responsable que vous êtes, que vous me disiez que nous avons été dans telle avenue, dans tel quartier, nous avons retrouvé des tels titres immobiliers dont l'acheteur ou l'appartenance revient à Bruno Tshibala, à sa femme, à ses enfants. Voilà ce qui m'enchanterait. Vous me mettrez à l'aise dans ma peau de proche de Tshibala, du membre du rassemblement, mais aussi d'avocat, de répondre. Qui ne sait pas que dans ce pays, tout peut se raconter, tout peut être dit sur qui que ce soit. Vous ne me direz pas que sur ce plateau, on ne vous a jamais calomnié, disant que vous êtes dans le fétiche, vous êtes dans quoi que ce soit. Tshibala, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous calomnier. Peu avant qu'il n'accède au pouvoir, il fut dit à un moment que Kabila lui avait donné 2 millions de dollars et il a acheté des immeubles limités. Aujourd'hui, ce n'est plus limité puisque il habite en ville. On dit qu'il a des immeubles par-ci, par-là. Non, écoutez, ce sont des débats de bas étage pour lesquels je ne voudrais pas passer mon temps à y répondre. Posez-moi des questions substantielles, c'est que le peuple congolais veut entendre. Il n'est pas interdit à quelqu'un de vivre sa vie. Il n'est pas interdit à quelqu'un de réfléchir. Bruno Tshibala a eu une vie avant la primature. C'est une autre étape qui est pendante. Et après la primature, il y aura une autre étape. Donc, je pense que dans ce pays, il existe un pouvoir judiciaire. Il existe des structures anticorruption dans ce pays qui peuvent aujourd'hui se charger de la poursuite de tout ça pour voir si réellement Bruno Tshibala... Mais écoutez, avec quel budget? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Avec quel budget? Le budget n'est pas encore voté. Avec quel fonds? Il n'y a pas de dotation à la primature. Vous savez, il faut être d'une certaine époque et d'un certain niveau pour avaler et avaliser ces genres de propos qui sont sans fondement et qui sont bons pour de caniveaux. Apparemment, c'est une question qui vous a mis très mal à l'aise. Pourquoi? En quoi ça m'a mis mal à l'aise? Justement, ça m'a mis mal à l'aise dans la mesure où... C'est pas véridique. Dans la mesure où elle n'est pas... Ce propos ne sont pas fondés, d'une part, et d'autre part, vous savez, la télé marche avec le temps. Et j'estime que nous sommes en train de perdre notre temps au lieu de répondre à des questions qui sont substantielles. Voilà, c'est une question importante parce que l'opposition, vous avez dit, l'opposition dans sa pluralité ne cesse de dénoncer certaines choses. Eh bien, parce que vous êtes du rassemblement El Olenganko, rassemblement El Tshibala, il semble que le violon ne s'accorde toujours pas aujourd'hui. Vous savez bien que lors de son adresse à la nation, devant les deux chambres réunies en congrès au Palais du Peuple, c'était un certain samedi 13 mai, Joseph Kabila Kabange avait donné en son temps 48 heures, n'est-ce pas, aux parties prenantes de l'accord de la Saint-Sylvestre pour déposer les listes de délégués pouvant faire partie du CENSA. Mais aujourd'hui, c'est plus que 48 heures, c'est plus qu'un mois. Vous ne trouvez pas que ce blocage risque même d'entamer le processus électoral lui-même? Monsieur Pamphile, la sagesse nous dit de ne jamais faire les choses dans la précipitation.
c'est-à-dire de ne jamais faire les choses avant et de ne pas le faire après. Il faut le faire à temps opportun. Je pense que le chef de l'État n'a pas, nous n'avons pas le droit d'exercer une quelconque pression sur lui concernant cette question, parce qu'il y réfléchit, il y pense. Vous savez, lorsque ce dernier avait reçu le prêtre catholique, ceci avait dit que le travail avait été fait et accompli à 98% et qu'il ne restait que 2% qui pouvaient être mené et accompli par le chef de l'État. Tout à fait. Donc faisons confiance au chef de l'État. Moi je pense qu'à l'heure convenue, nous aurons un président du CNSA, les choses vont marcher convenablement. Parce que il suffit aujourd'hui qu'il réponde à une pression lui exercée par l'étranger ou ici à l'interne, qu'il peut aussi commettre des actes, en fait, une erreur, une faute politique qui risquerait d'embraser tout le pays. Donc pour le moment, nous devons lui faire confiance et attendre. Je sais que par la patience, le président de la République ne va pas nous amener au-delà, parce qu'il sait que dans chaque chose, il faut lier l'utile à l'agréable. La question de l'opportunité de temps ne lui échappe pas. Faisons-lui confiance. Bruno Tshibala a pris un engagement ferme, même devant la représentation nationale, qu'au plus tard au mois de décembre, les élections auront vécu. Nous sommes déjà au milieu de l'année. Le budget a été voté à l'Assemblée nationale. On attend la deuxième lecture au Sénat, après, bien sûr, l'enrichissement par la commission politique. Eh bien, vous pensez que c'est vraiment possible, eu égard aux réalités que nous connaissons en RDC, qu'on ait les élections dans leurs 3 phases d'ici décembre? Soyons sincères. Monsieur Pamphile, je ne voudrais pas que vous fassiez dire au Premier ministre Tshibala ce qu'il n'a jamais dit. Il demeure vrai que le souci d'organisation d'élections, l'organisation d'élections demeure son souci le plus éminent et sur son cheval de bataille. Oui. Il a pour la tenue d'élections, a-t-on voulu par le peuple congolais. Tout à Mais fait. cela ne vous donne pas le droit de mettre dans sa bouche ce qu'il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit que c'est d'ici décembre. Je ne me souviens pas l'avoir entendu parler comme ça. C'est-à-dire, non. Ma préoccupation ne réside pas dans les précisions telles que décembre ou pas, mais seulement l'honnêteté intellectuelle nous obligeant à pouvoir reproduire exactement, précisément ce que la personne a dit. Tshibala n'a jamais dit que, n'a jamais donné une parole d'honneur comme quoi d'ici décembre, il y aura élection. D'ailleurs, pour vous rafraîchir la mémoire, il a dit à la représentation nationale que ce n'est pas à lui de faire d'organiser les élections. Il y a un organe technique qui est la CNI. Alors comment lui il allait dire ça? Est-ce qu'avant nous le calendrier électoral global pour arriver à faire de tels affirmatifs? Non, non. Donc je sais que vous avez les soucis de dire, de communiquer à l'opinion que M. Tshibala a le souci de faire organiser les élections. Et ça, je sais affirmer. Là, c'est une réponse bien équilibrée au sein du rassemblement. Donc vous êtes conscient que ce ne serait vraiment pas possible qu'on ait les élections d'ici la fin du mois. Vous jetez bien là-bas à la Commission électorale nationale indépendante, ce qui est vrai, qui est l'organe habilité à organiser les élections, mais l'appui du gouvernement s'avère nécessaire. Mais le budget... Monsieur Pamphile, Patrick Moutombo, qui se trouve devant vous, n'a jamais été un expert en matière électorale. Donc, les questions se rapportant à la tenue d'organisation, il faut laisser soumettre ça à l'appréciation et à la technicité de la CNI. Je pense qu'il y a un accord qui dirige et guide nos grands pas. Notre plus grand souhait, c'est que les élections doivent se tenir au moment voulu par cet accord. Mais ce n'est pas à nous de pouvoir tout déterminer. Parce que si vous examinez cet accord, il y a quelques nuances, quelques exceptions qui sortent dans la mesure où le gouvernement aurait de problèmes, dans la mesure où la CENI pourrait avoir de problèmes. Ce n'est pas à nous. Mais nous, nous tenons
à ce qu'il y ait élection à temps voulu par le peuple congolais. Quel est ce temps voulu? Non, mais il faut consulter l'accord. Voilà, donc je vous renvoie à l'accord. Oui, parce que vous l'avez. Mais c'est ce que Le temps voulu, c'est... C'est le temps voulu par l'accord. Voilà. Ça dit décembre. Le temps voulu par l'accord. Voilà, écoutez, je suis sur ce plateau pour défendre l'accord de la Saint-Sylvestre. Oui, c'est bien bon. Grâce à cet accord que Oui. vous avez un gouvernement. Donc, je ne peux pas prêcher de propos, je ne peux pas dire de choses qui vont à l'encontre du respect de cet accord. Mais seulement, il ne faut pas non plus dire que Bruno Tshibala a donné une parole sous forme de serment, comme quoi, avant décembre, il faut qu'il y ait élection. Non, ça c'est faux, il n'a jamais dit ça. Et il ne le dira jamais. Mais parce que vous ne voulez pas consulter la CENI et bien lire de manière, approfondie le texte de l'accord. Voilà, et cela étant, nous passons à notre dernier sujet. Je venais de l'annoncer au sommaire, l'assassinat de deux experts des Nations Unies au Kasaï central. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies lève le ton, voudrait voir une enquête internationale pour établir les responsabilités. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers Marie-Ange Mouchobekwa, ministre des Droits humains, a dit que le gouvernement n'a aucun intérêt d'obstruer l'enquête, mais le gouvernement voudrait prendre la tête de l'enquête. Pourquoi le gouvernement de la RDC, selon vous, je ne sais pas comment vous analysez cette volonté du gouvernement de vouloir prendre la direction de l'enquête au lieu de laisser les experts internationaux s'en occuper? Monsieur Pamphile, vous avez sur ce plateau un juriste publiciste internationaliste. Tout à fait. C'est-à-dire, nous pouvons répondre avec beaucoup de maîtrise à cette question, Oui. parce que ça se rapporte au droit international. La RDC est un État souverain. Nous ne sommes pas un État sous tutelle. Il aurait été une question qui préjudicierait aux intérêts de la communauté internationale si la RDC refusait l'accompagnement de la communauté internationale ou des experts des Nations Unies. Mais comment dans un État souverain, un État qui sait mobiliser ses ressources seul, un État qui sait veiller sur la sécurité de ses ressortissants, un État qui protège les biens de son peuple, un État qui a sa politique, qui a sa constitution, qui a son peuple, qui a son pouvoir à disposer, c'est-à-dire l'État, un État indépendant, souverain, qu'on vienne nous imposer la direction de cette expertise par les étrangers ou par des organismes internationaux. Tout simplement parce que peut-être on remarque qu'il y a une certaine légèreté dans le chef des Congolais. C'est un digeste, parce qu'au-delà de tout, c'est que ils ne vont pas mieux réfléchir à la place du peuple congolais. Ils n'aimeront jamais les Congos plus que les Congolais eux-mêmes. Le vrai problème qui se pose ici, c'est que nous sommes en face de la menace contre notre souveraineté. C'est simplement la souveraineté du peuple congolais ou de la République démocratique du Congo qui est menacée. Parce que, posons-nous une simple question, n'existe pas la charte des Nations Unies? Et que dit cette charte-là des Nations Unies en cas de pareille circonstance? Que lorsque les experts des Nations Unies sont tués quelque part, il faut directement empiéter sur l'autorité de l'État. Nous sommes un État qui a son autorité et on doit nous laisser... Écoutez, les Congolais meurent tous les jours en Inde ici. C'est pour autant que la communauté internationale lève le temps. Lorsque il y a un Congolais qui venait d'être violé en France, est-ce que cette communauté internationale avait-elle levé le temps pour dire que nous sollicitons une enquête indépendante? Ici, en Afrique, partout, les Congolais sont maltraités, même dans le pays de ceux qui nous enseignent aujourd'hui la démocratie, en commençant par les États-Unis, Belgique, France, tout ce pays de l'Union européenne. Ils maltraitent le peuple congolais. Ils ne sont pas aujourd'hui les bons enseignants, les bons maîtres pour la démocratie, parce que surtout,
en ce qui concerne les ressortissants congolais. Les Congolais n'ont pas la dignité d'être humains dans leur pays. Est-ce qu'exige-t-il à tout moment qu'il y a violation de droits de l'homme contre les Congolais une enquête internationale et pire encore menée par eux-mêmes dans ce pays? Non. Et pourquoi il faut le faire avec la RDC? Moi, je serais abasourdi, je serais ahurisé, je serais choqué et blessé dans mon amour propre si et seulement si la RDC avait refusé la collaboration avec la communauté internationale. Parce que, tenez, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mener ces enquêtes de manière concomitante, de manière conjointe. Ils sont ensemble. C'est-à-dire les découvertes vont se passer au même moment. Et puis, vous savez, c'est de l'injustice, hein, ça, c'est de l'inégalité. Hein? Dans ce pays, à l'Est comme partout, il y a des gens qui meurent. Vous comprenez, ce n'est pas parce qu'on est un fonctionnaire international qu'on devient plus important que tous ces Congolais qui meurent, que tous ces autres étrangers qui meurent ici en RDC. À l'est du pays, combien sont ces personnes qui ont été tuées? Est-ce que n'avez-vous pas suivi à un moment des casques bleus qui avaient commis des actes infractionnels à l'est du pays? C'était quoi la leçon? Et c'est à eux aujourd'hui de pouvoir venir nous enseigner. Non, vous savez, la meilleure manière d'être un enseignant, un maître, c'est d'être un bon élève. C'est qu'aujourd'hui, s'ils veulent nous enseigner, nous donner des leçons, ils doivent être le premier à observer les règles du jeu, c'est-à-dire les règles qui régissent les États en matière internationale. Je vous dis que nous sommes un État souverain, nous avons le pouvoir d'autodétermination, nous ne sommes pas un État mis sous tutelle, ce qui permet au peuple congolais de pouvoir décider. Est-ce que savez-vous que lorsque ces gens disent qu'on doit leur laisser la commande de toutes choses, de ces enquêtes, c'est contre l'ensemble de 80 millions d'habitants qu'ils s'adressent? C'est du mépris dirigé, lancé contre le peuple congolais et non essentiellement contre ses dirigeants. C'est d'abord contre le peuple congolais. Et ça, moi, en nationaliste que je suis, en indépendantiste, je pense que je ne peux jamais souscrire à une telle démarche. Est-ce que la communauté internationale ne profite-t-elle pas de la naïveté des peuples africains pour imposer un certain caractère? Je pense que votre question comporte une partie de la réponse qui est effective et cela appelle maintenant à une conscience, à une veille de conscience pour l'ensemble du peuple africain et congolais en particulier. C'est que il y a une part aussi d'actes que le dirigeant congolais doit poser. C'est-à-dire on doit avoir la culture de la responsabilité. Parce que s'il faut que vous soyez à tout moment, ceux qui sont pris dans le vol, dans la corruption, dans les viols, dans la gabegie financière et consorts, vous vous mettez dans des attitudes où définitivement on ne va commencer qu'à vous faire des leçons, des remarques, parce que votre conduite n'est pas bonne. Alors qu'est-ce qu'il faille faire pour échapper? Non, mais c'est à deux niveaux. C'est qu'aux dirigeants congolais de se comporter comme des responsables, de ne pas avoir de comportements qui vont appeler à la répréhension de nos amis occidentaux. Et au peuple congolais, comme tous ces dirigeants, de ne pas se laisser manipuler par ce que ces colonialistes ou ces impérialistes voudraient nous faire subir encore à titre nostalgique de ce qu'il y a eu vers les années 60 et avant. Et aujourd'hui, les autorités congolaises, les dignitaires subissent des sanctions de la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis. Comment le gouvernement entend se comporter pour soit accompagner cette communauté ou soit récuser ces accusations? Ben, je ne suis pas membre du gouvernement, malheureusement je ne sais pas parler au nom du gouvernement. Et vous en tant qu'internationaliste? Oui, mais d'abord, si vous voulez deux avis, donc l'avis juridique et politique. D'abord, comme juriste, je vous dirais que le droit à la défense ou le droit est d'abord régi par le principe du contradictoire. C'est-à-dire, nul ne peut être sanctionné, condamné, sans qu'il n'ait été préalablement entendu. Je voudrais qu'on nous dise, par exemple, que
La plupart de ces personnes qui sont sanctionnées aujourd'hui avaient été entendues parce que, des deux, même si le fait pour lequel ils sont sanctionnés aujourd'hui s'avérerait exact, je pense que le moment que nous sommes en train de traverser, parce que ces sanctions sont plus politiques que juridiques, alors ils auraient été plus politiques que ce qu'ils ont fait, parce que nous sommes en train de chuter dans une procédure, dans un processus où il fallait qu'il y ait élection, il n'y a pas eu élection, le peuple s'est accommodé, on s'est accordé sur l'accord, et aujourd'hui on s'est accordé sur la tenue d'élection, les choses sont en train d'évoluer vers la fin. Mais quand vous décidez de commencer à sanctionner les gens, alors qu'on n'est pas encore totalement arrivé au bout du tunnel, je pense qu'il y a un vice de procédure là, sur le plan politique. Soit vous voulez que les gens se retirent, soit vous voulez qu'ils demeurent là et qu'ils y restent au pouvoir. Donc je pense que sur le plan politique et juridique, telle est ma réponse. Voilà. Voilà, Patrick Mutombo, avant de vous lâcher, il y a une question qui me revient en esprit, c'est par rapport à ce qui se dit ça et là, parce que vous savez, nous journalistes, nous servons de pont entre les administrés et l'administration centrale, bien sûr. Nous avons eu le dialogue de la Cité de l'Union africaine. Finalement, on a eu le dialogue avec la CENCO, les pourparlers. Et il y en a ceux qui confirment qu'il y aurait un troisième dialogue qui est en gestation. Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité nécessitante aujourd'hui qu'on organise un troisième dialogue qui serait cette fois-là, entre guillemets, trop associatif et inclusif? Voilà. Monsieur Pamphile, c'est ici les lieux de rappeler d'où nous sommes venus. Il convient que l'opinion qui me suit maintenant là sache que la crise est née de la non-tenue d'élections en décembre. C'est ce qui nous a amenés au dialogue. Et pour ce dialogue, il y avait deux camps. Il y avait un camp des conservateurs, c'est-à-dire la majorité qui voulait rester au pouvoir. Malgré la non-tenue, il y avait un autre camp qui tenait au départ du président Kabila pour faire organiser les élections à temps voulu. C'est-à-dire, et ceux qui voulaient conserver le pouvoir et ceux qui voulaient accéder au pouvoir, ils avaient un seul objectif. C'est quoi l'objectif? C'est l'organisation des élections. Alors là, le dialogue de Kodjo de l'Union africaine n'avait pas marché faute d'inclusivité. Et par inclusivité, on voyait une seule personnalité. C'est Étienne Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle toute la communauté internationale, mobilisée comme un seul homme, ne parlait que au nom de Étienne Tshisekedi, qui doit être là. Et une fois que Tshisekedi a accepté, il y a eu le deuxième dialogue. En réalité, c'était un dialogue un peu pour asseoir quelques bases, pour ajouter un peu du bémol sur ce qui avait déjà été fait au niveau de la Cité de l'Union africaine. Et la question de l'inclusivité, qui n'est pas à confondre avec l'unanimité, avait été résolue avec l'entrée dans la danse de M. Étienne Tshisekedi comme le plus poids lourd de la classe politique, et dans la majorité et dans l'opposition. Alors, Tshisekedi a évolué avec nous du début jusqu'à la fin par ses représentants. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique allait rendre compte régulièrement à la communauté internationale. Mais vous devez savoir que cette Église catholique n'avait pas initié le dialogue par son propre vœu. C'est parce que le président de la République, M. Joseph Kabila, leur avait donné le mandat de réunir la classe politique et plus particulièrement le rassemblement incarné par Étienne Tshisekedi. Et c'est au terme de concertation. Voilà. Maintenant que Tshisekedi a pris part à ce dialogue, à ce pourparler de la CENCO, vous avez un gouvernement d'union nationale dirigé par un compagnon de Étienne Tshisekedi, le plus fidèle et le plus loyal.
Le peuple a les yeux vers les élections. Vous voulez un troisième dialogue. C'est pour quelle raison? C'est pour résoudre quelle question? Parce que la question ne se rapporte qu'à la tenue d'élections. Soit il y a déjà un acquis. C'est un dialogue, ce sont des dialogues qu'on organise pour enrichir les gens, pour se remplir le poche, et le peuple ne va plus se retrouver. Parce que dites-moi aujourd'hui, écoutez, vous savez, en décembre, mais il y avait eu des menaces. Il y avait eu le 19 septembre, tout s'arrête, le 19 octobre, des villes mortes. Est-ce que vous entendez encore aujourd'hui parler de villes mortes? C'est parce que le peuple congolais se retrouve dans Bruno Tshibala. Entendez-vous parler encore de tout le bruit qu'il y a sur la cité, qu'il y aura des casses, des menaces? Non, parce que le peuple se retrouve dans Bruno Tshibala. Existe-t-il encore dans ce pays une opposition qui peut se lever et faire partir Kabila ou mettre ce pouvoir mal à l'aise? Non, c'est parce que Bruno Tshibala est là, c'est-à-dire l'ensemble, c'est-à-dire le mélange du rassemblement, Kassavoubou, Bruno Tshibala et tous les opposants qui sont avec nous, je n'oublierai pas tous les opposants qui sont dans le gouvernement, c'est déjà un vrai rassemblement, une grande union qui fait la force, à qui le peuple congolais confie une seule mission, la tenue d'élections. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler d'un troisième dialogue parce que ce dialogue aura quel objet? L'inclusivité. Mais nous l'avons eu avec ce gouvernement qui est issu, en fait, le dialogue qui a découché, qui a abouti à un gouvernement d'union nationale dirigé par un tshisekédiste d'âme et d'esprit. Voilà, merci Patrick Mutombo. C'est sur cette note que nous terminons cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation après plusieurs menaces téléphoniques pour que vous soyez là. Vous êtes là. Merci également à vous, les téléspectateurs, qui avez été avec nous dès le début. Nous devrions avoir un deuxième invité du rassemblement El Limité. Malheureusement, à la dernière minute, il s'est excusé. Nous pensons les retrouver prochainement pour qu'on parle cette fois-là du conclave qui a commencé aujourd'hui et qui se termine samedi. Merci, restez avec nous parce que tout à l'heure, dans quelques minutes, vous aurez droit à notre journal Vespéral avec Suzy Kibira Omari. D'ici là, portez-vous bien.